Et tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Jean de Kervasdoué, économiste de la santé, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des services de santé du Conservatoire national des arts et métiers et membre de l'Académie des technologies, par ailleurs ancien directeur général des hôpitaux. Bonjour Jean de Kervasdoué. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir parce que vous, au moins, vous êtes, je dirais, un sceptique au sens philosophique du terme. Et vous le demeurez, ce qui est une bonne chose. Alors dites-moi, j'ai lu donc une interview que vous avez donnée au Point, à l'hebdomadaire Le Point. Et alors vous n'y allez pas de main morte, et justement à la lumière de ce qui se passe, je me dis, il faut qu'on parle à Jean de Kervasdoué par rapport à tout ce qui s'est passé dans la gestion, et hélas, de cette pandémie du Covid-19. Mais vous y allez pas de main morte parce que vous titrez, en tout cas, Le Point a titré « Notre système de santé est devenu soviétique ». Carrément. On est vraiment là, Jean de Kervasdoué ? Oui, alors à la fois pour de bonnes et de mauvaises raisons. Alors les bonnes raisons, c'est que nous avons un système solidaire. Et donc, qui dit système solidaire dit que on est en dehors de l'économie de marché. C'est ça qu'un certain nombre de gens n'ont pas. Et que comme on est en dehors de l'économie de marché, on n'a pas des prix, mais on a des tarifs. Et que en gros, tout est rationné, puisque là, on le découvre avec les masques, on le découvre avec les tests. Mais avant ça, il y avait le numerus clausus des médecins, l'installation des infirmières, l'autorisation d'ouvrir un service dans une clinique, enfin, etc. Donc tout était déjà rationné. Alors, mais Jean de Kervasdoué, excusez-moi, en même temps, vous dites ça effectivement solidaire, mais en même temps, on a vu ce qui s'est passé dans les hôpitaux, et pas récemment, depuis longtemps. Attention, priorité à l'économie, priorité à l'administration, retour sur investissement, etc., qui n'est pas le fait d'une solidarité formidable, s'agissant surtout de la santé, qui est fondamentale. Non, mais il y a alors sur notre système de santé, pour aller éclairer ou illustrer ce que vous dites, et pour le manière assez simple, en fait, notre système de la médecine libérale a été inventé entre 1937 et 1930, donc il y a 90 ans, et n'a guère bougé depuis, donc on rejoue la même pièce, alors que bien entendu la médecine mondiale a très profondément évolué. Pour vous donner juste une indication, il y a chaque année 700 000 nouveaux articles sérieux médicaux publiés dans le monde, et la déontologie médicale française fait l'hypothèse qu'on les a lus. Bon. Alors par ailleurs, si vous voulez, Churchill disait que de l'Europe, c'est qu'en Angleterre tout est autorisé sauf quand c'est interdit. En France, tout est autorisé même quand c'est interdit. En Allemagne, tout est interdit sauf quand c'est autorisé. Et en Russie, tout est interdit même quand c'est autorisé. Alors bref, donc c'est pour ça en ce sens-là que c'est devenu soviétique. C'est-à-dire que en 1970, en gros, les hôpitaux pouvaient faire et s'organiser comme ils le voulaient. Et petit à petit, l'État est rentré dans la gestion hospitalière. Et comme il n'est pas capable de le faire, il le fait en pondant des décrets, des lois, des circulaires qui d'ailleurs sont contradictoires. Donc rien que sur la réglementation, sur la sécurité, il y a 43 familles de règlements. Donc tout 43 familles. Oui, alors, dont le pire d'ailleurs est le règlement incendie. Donc là, je m'occupais d'un hôpital de Paris. Oui, racontez-nous, précis. Et donc je me balade dans les couloirs et je reçois les portes coupe-feu dans la figure. Alors, bon, et j'appelle le type qui s'occupait de ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il m'a dit, écoutez, vous savez bien, on a la visite des pompiers cet après-midi. Non, mais ça veut dire que dans les couloirs, donc il y a une réglementation incendie qui met des portes toutes les 15 mètres, mais bien entendu, dans l'hôpital, il y a toujours des gens qui passent dans les portes, donc on met des cales sous les portes. Donc, pour ne prendre que ce petit exemple qui est un exemple mineur. Et alors, donc, vous avez un système hospitalier qui est très contraint. Pour vous donner un autre exemple, si vous voulez, les médecins hospitaliers publics, quelle que soit la spécialité, qu'ils habitent Cannes ou Hasbrook, qu'ils soient réanimateurs ou biologistes, ils sont payés tous de la même façon.
alors que les médecins libéraux, dans certaines spécialités, sont beaucoup mieux payés que d'autres, si bien qu'on a des postes vacants à l'hôpital. Donc en radiologie, on a des postes vacants, en chirurgie, on a des postes vacants, etc. Ah oui, les salaires sont les mêmes, enfin les rétributions sont les mêmes. Exactement, quelle que soit la spécialité. Et ce qui n'est pas le cas des médecins libéraux, dont le revenu entre les spécialités varie de 1 à 3. Donc on a un système très rigide, très contraint, et dans lequel ce que vous avez dit tout à l'heure est totalement vrai. C'est-à-dire qu'on a beaucoup sous-investi. Quand on reprend le quinquennat de François Hollande, les tarifs hospitaliers entre 2012 et 2017 ont baissé de 10%, ce qui est beaucoup, hein. Parce que je rappelle les ordres de grandeur, ce que nos auditeurs ne connaissent pas, mais les dépenses de santé, c'est 270 milliards d'euros. Alors ça dit rien, mais pour vous donner un ordre de grandeur, l'éducation nationale, c'est autour de 70 milliards. Vous voulez dire c'est 3 fois, c'est 4 fois, c'est plus de 4 fois l'éducation nationale. Absolument. Les dépenses de santé. Absolument. Ouais. Et donc, si vous voulez, ce sont des sommes tout à fait considérables, dans lequel notre intelligence collective, ou pour lequel notre intelligence collective est limitée. On se retrouve, Jean de Kervasdoué, on se retrouve, c'est passionnant, tout à fait, après cette petite pause, à tout de suite. Et nous retrouvons Jean de Kervasdoué, avec effectivement ancien directeur général des hôpitaux, économiste de la santé. Jean de Kervasdoué, vous écrivez, moi ça m'a beaucoup frappé ce que vous dites dans Le Point notamment, mais vous l'avez dit aussi ailleurs, c'est qu'au fond, l'impression que j'ai, c'est que le ministère de la Santé ou le système de la santé est un sous-ministère. Je m'explique. Vous dites, et ce qui compte, ce qui dirige, ce qui contrôle, c'est le budget, c'est la Sécu, c'est le CNAM, etc., etc. C'est-à-dire l'autonomie est très, je dirais, calculée. Oui, c'est une longue et vieille histoire. C'est-à-dire que pendant un certain temps, la médecine n'a pas été vraiment efficace. Donc, ce qui était à l'origine du ministère de la Santé, qui a été créé seulement en 1920, c'était l'hygiène publique, la santé mentale, etc. Donc, la médecine a commencé à être efficace à partir de la guerre de 40-45, la médecine curative. Hein, je ne parle pas des vaccins. Et on voit qu'elle s'est développée au début avec une très très forte croissance. Moi, je me rappelle en 73, la croissance des dépenses hospitalières par an, 73-74, c'était 28%. Alors, je ne sais pas si on imagine ce que ça peut être. Donc, alors ensuite, il y a eu le choc pétrolier et il y a eu effectivement, comment dirais-je, un ralentissement de la croissance. Mais le ministère n'a jamais eu l'équivalent des grands corps techniques de l'État. Si vous voulez, quand vous regardez la haute fonction publique, vous aviez 2 branches. Vous avez les énarques dont on parle, mais qui ont une formation juridique et administrative. Mais vous aviez, j'allais dire heureusement, le corps des mines, le corps des ponts et chaussées qui date du XVIIIe siècle, grâce auquel on a des routes et des ponts en France exceptionnels. Moi, je fais partie à l'origine du corps des eaux et forêts, donc voilà, ça remonte aussi à plusieurs siècles. Et donc au ministère de l'Agriculture, vous avez un mélange de techniciens que vous n'avez pas au ministère de la Santé, très curieusement. Donc il n'y a pas l'équivalent des grands corps médicaux, et donc c'est essentiellement une administration juridico, j'allais dire, pardon de ce pléonasme, administrative. Mais dites-moi justement, par exemple, que pensez-vous de la création des ARS, les autorités régionales de santé, que dénoncent énormément de médecins en disant on nous a mis un millefeuille administratif, on nous a mis un corps, alors que nous sommes sur le terrain et puis on nous a mis des administrateurs. Il y a eu deux démantèlements. Il y a celui que vous indiquez. Moi, quand j'étais le directeur des hôpitaux au ministère de la Santé, j'avais en direct les 1000 hôpitaux publics. Donc j'avais pas d'ARS et c'était moi qui intervenais sur notamment les grands hôpitaux, ce qui voulait dire que j'étais contraint, et c'était une bonne chose, de leur laisser une certaine autonomie. Alors que il y avait donc un dialogue entre l'État et les hôpitaux, mais les hôpitaux étaient beaucoup plus indépendants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes convoqué à l'ARS, et je prends un exemple réel, même quand vous êtes un hôpital privé,
parce que vous avez le droit d'avoir 1612 emplois, et cet hôpital auquel je pense en avait 1612 et demi, et donc nous étions convoqués par une charmante bureaucrate qui nous disait que c'était pas raisonnable. Je lui ai dit d'aller se faire voir chez les Grecs, mais voilà. Donc, mais ça, c'est comme ça tout le temps. Alors, il y a un deuxième démantèlement c'est que la classe politique, depuis l'affaire du sang contaminé, notamment, a eu peur de la santé. Donc les gouvernements ont créé, pour faire tampon entre la classe politique et les problèmes de santé, ils ont créé des agences. Or, ces agences dont on parle aujourd'hui, donc la Haute Autorité de Santé, Santé publique France, etc., en fait, jusqu'à la crise, la classe politique les a surtout laissés en roue libre, avec des conséquences absolument dramatiques, notamment sur quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est l'approvisionnement, respirateur, etc., Parce qu'en France, pour avoir qui décidait justement ? Oui, qui décide de ça ? Qui décide de ça ? Alors, parce que vous avez une procédure, et dans le monde entier c'est comme ça, qui regarde la qualité, qu'il y a un nouveau médicament qui apparaît, ou que la qualité d'un nouvel appareil d'une nouvelle thérapeutique. Donc, aux États-Unis, c'est très connu, ça s'appelle la Food and Drug Administration. En France, on a l'équivalent. Mais c'était vraiment à sa propre vitesse, et ce qui ont conduit beaucoup d'industriels français, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'inventions en France, j'en prendrai un exemple, à ne plus faire, une fois qu'ils ont inventé l'idée en France, parce qu'on a le crédit d'impôt recherche et des bons chercheurs, on va tester les technologies aux États-Unis ou en Allemagne, parce qu'en France, ces instances sont totalement déraisonnables. Là, j'avais une discussion cette semaine avec une grande boîte de biotechnologie française, on se voit qu'on en a quelques-unes. Mais qui me disait, écoutez, du fait du Covid, là j'ai une autorisation en 3 semaines, en général c'est plutôt 5 ans. C'est ça les ordres de grandeur. Mais justement, Jean de Kervasdoué, revenons à ce qui s'est passé, par exemple. Est-ce que c'est, par exemple, au sujet des masques, quand on a vu qu'il y avait des gens qui ne savaient pas que, évidemment, les Chinois, si on leur amenait pas le cash tout de suite, et si on leur faisait des crédits, il y avait les Américains, ils allaient acheter les masques. Ne parlons pas des tests, ne parlons pas de tout ça. C'est-à-dire, on a tous été frappés par ce manque, et on comprend, personne ne pouvait penser à la pandémie, c'est pas ça, mais ce manque au total de prévision ou de risque systémique. Alors il y a deux choses dans ce que vous dites. Hein. Vous dites quelque chose qui est que on n'a pas été capable, parce que l'administration n'est pas faite pour ça, de passer des commandes et de gérer des achats. Et donc j'entendais la publicité sur les grandes chaînes de distribution. Bon, ils sont quand même beaucoup plus capables que ne l'est quelqu'un qui a fait une école d'administration de négocier avec des vendeurs chinois. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien avec l'affaire des masques que chacun cherche des responsabilités, ce qui a un intérêt, à mon avis, très limité, mais que tout ça n'était pas géré au sens propre du terme. Alors, c'est pareil pour les tests. C'est-à-dire que il fallait beaucoup plus vite faire une opération de commando. Mais si vous voulez, malheureusement en France, avant d'avoir eu le général Foch, on a eu le général Gamelin. C'est un peu ce qui se passe. C'est vrai. On a eu les autres. Non, mais c'est ça qui est, encore une fois, il ne s'agit pas de jeter la pierre à X, Y ou Z. C'est-à-dire que ce que vous dites, d'ailleurs, vous dites très très bien, c'est-à-dire qu'en fait, ce ministère de la Santé, auquel personne ne court pour être ministre de la Santé, c'est vrai que c'est pas considéré, alors que ça devrait être considéré comme des ministères les plus importants du gouvernement. J'ai l'impression que ça... Pardon, je vous interromps, mais on peut rajouter quelque chose à ça. C'est qu'en discutant avec François Fillon, pour le nommer il y a longtemps avant qu'il soit candidat, on parlait d'écologie ensemble, et puis il m'a dit, mais parlez-moi de santé. Donc on a parlé pendant 1h30 de santé, il m'a fait une remarque, il m'a dit, écoutez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que malheureusement, les commissions santé de la droite ou de la gauche, c'est en fait la somme des lobbies. C'est-à-dire que c'est le lobby de l'industrie pharmaceutique, c'est le lobby des médecins, c'est le lobby des associations de malades, parce qu'ils s'en sont aussi. Et donc, comme ces lobbies ont des intérêts contradictoires,
et qu'aucun homme politique ne s'investit pour avoir une politique, vous voyez bien que si vous remontez à 20 ans ou 30 ans de politique de santé, la seule chose dont on parle, c'est le financement. Donc ça doit être gratuit, on doit rembourser les lunettes à 100%, etc. Mais vous n'avez jamais entendu parler un candidat, que ce soit Emmanuel Macron, Hollande ou Sarkozy, pour ne pas remonter plus loin, parler de politique de santé. Jamais. C'est ça, c'est terrible. Et pas de politique de santé, effectivement, les lobbies. Jean de Kervesdoué, restez avec nous. On va entendre les auditeurs de Sud Radio qui ont sûrement beaucoup de questions à vous poser. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Merci. Et je rappelle que notre invité Jean de Kervesdoué est économiste de la santé, qu'il a été directeur général des hôpitaux. 0826 300 300. Vous nous appelez, c'est votre moment sur Sud Radio, puisque de 13h à 14h, André Berkoff et son invité vous répondre et écoutent vos témoignages et vos avis et vos questions aussi. À tout de suite sur Sud Radio. Et oui, et les Français en vert parlent aux Français en rouge, et les Français en rouge répondent aux Français en vert. Ainsi va le monde, ainsi va le pays, et ainsi on vous écoute, on vous attend, auditeurs de Sud Radio, toujours avec Jean de Kervesdoué, et nous allons parler évidemment de santé, mais nous allons aussi parler de tout ce qui vous intéresse et tout ce qui vous fait réagir. 0826 300 300, c'est le numéro qu'a composé Patrick qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Bonjour Patrick. Allô, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité, et je voudrais remercier la personne de l'accueil qui est très gentille. Et ça fait vraiment du bien, la gentillesse. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait vraiment du bien. Et en fait, je voulais, en termes de réaction, je voulais réagir à l'invité que vous aviez, Monsieur Gervais. Oui. Qui est scientifique, donc très respectable, et je me pose toujours les questions quand un scientifique dit qu'il doute de l'urgence climatique en disant que c'est un leurre. Moi, je sais pas, en termes de ressenti, je vois ce qui se passe par l'intermédiaire des actualités dans les îles où les personnes qui habitent ces îles, ces peuples qui habitent les îles subissent des ouragans, des tornades, c'est toujours bien souvent des gens pauvres, et bon, c'est quand même assez flagrant, il n'y a pas de doute, il y a quand même un problème actuellement, et il faut pas dire que l'urgence climatique est un leurre, c'est une triste réalité qu'il va bien nous falloir résoudre. Alors comment après les citoyens, les gens peuvent, les entrepreneurs gérer la situation. Voilà. Et alors puis Patrick, oui, allez-y. Non, je voulais juste répondre comme... Pardon. Allez-y. Oui, sur les artistes qui s'engagent, tant mieux. On a tellement l'habitude d'entendre des artistes chanter le Bleu de Rose, etc. Pour une fois qu'il y ait des artistes qui s'engagent, on en avait perdu l'habitude. Après, ils s'engagent pour une bonne cause, à mon avis. Donc, voilà. C'est bien. Bon, alors moi je ne réponds pas à la place, je ne suis pas à la place de François Gervais, je ne suis pas un scientifique, donc je me garderai de répondre sur le fond, mais attention, je voudrais quand même préciser, c'est quand il dit que l'imposture, que c'est un leurre, l'urgence climatique, il ne dit pas que la pollution est un leurre. J'ai lu son livre et je vous engage à lui lire, d'ailleurs il est beaucoup plus nuancé que ça. Ce qu'il dit simplement, c'est qu'il ne faut pas tout confondre. Et vous savez, Patrick, il y a eu quand même beaucoup de choses, il y a eu ces agences de fin du monde, on les a depuis les années 50. Et quand vous dites les typhons, etc., bien sûr, mais vous savez, il y en a eu de manière extrêmement forte au moment où il n'y avait pas, il y a un siècle, et au moment où il n'y avait pas ni de pollution, ni ce qu'il y avait aujourd'hui. Alors, qu'il y ait effectivement qu'il y ait une action humaine qui joue, évidemment, mais qu'il n'y ait pas la nature elle-même, si vous voulez, qui crée un certain nombre de problèmes, ce qu'ils disent, eux, mais encore une fois, on ne va pas s'étendre là-dessus, c'est qu'il y a des moments climatiques, et les moments climatiques où il y a effectivement du réchauffement, où il y a de la glaciation. Et quand vous me dites pour les artistes, alors là je n'irai pas plus loin parce qu'il faudrait discuter pendant des heures, et je vous renvoie à son livre. Quant aux artistes, oui, c'est très bien qu'ils s'engagent. Mais attendez, excusez-moi, on va parler de choses très, très sérieuses. Quand quelqu'un, comme j'ai rien contre lui, Yann Arthus Bertrand, qui fait depuis 10 ans des voyages en avion, en hélicoptère, pour signaler les choses. Je veux dire, ça rapporte quoi
ça fait l'attention sur quoi? Si vous voulez, moi je crois qu'il y a un problème qui est ceci. C'est très très bien de s'engager, mais s'engager à ce moment-là, c'est vraiment s'engager dans des organismes, s'engager dans des actions, s'engager en politique et payer de sa personne. Moi c'est tout. Moi je dis, c'est pas faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Et je ne vais pas rentrer dans des dénonciations de personnes, c'est pas le problème. Mais si vous voulez, les artistes, oui, à condition qu'ils payent de leur personne. Sinon, moi je veux bien, mais qu'ils ne donnent pas des leçons aux gens. Ils n'ont pas des leçons à donner parce que eux ne se conduisent pas en décroissant, eux ne se conduisent pas en attention, moi je fais très attention, je voyage tout près de chez moi, je n'ai j'ai pas 10 voitures, etc. J'ai pas ceci et cela qui sont des polluants. Leur empreinte carbone, comme disait François Gervais, elle n'est pas très 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 exemplaire. Alors je vais vous dire, je crois que les gens aujourd'hui doivent payer d'exemple. Sinon c'est trop facile. Moi aussi je pourrais donner des sermons sur la montagne et vous aussi. En fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'ils font pratiquement. Oui, mais Monsieur Berkov, c'est quand même bien que des artistes s'engagent, je veux dire humainement parlant. Après, ce qu'ils font matériellement, on ne sait pas, mais intellectuellement, c'est des gens quand même qui parlent, qui portent leurs paroles, et c'est pas des paroles de citoyens. Mais Patrick, ça vous dérange pas que tel ou tel, non mais ça vous dérange pas que tel artiste, par exemple, fasse, je ne sais pas, de la publicité pour telle et telle firme qui est évidemment polluante quand on sait que ce soit des parfums ou des voitures, ça vous gêne pas et qu'après ils disent oui arrêtez tout ça, c'est honteux, on est en train de collapser. D'un côté, il fait les pubs qu'il est très bien payé, tant mieux pour lui, à faire pour des voitures ou des choses vraiment plutôt polluantes. Ça vous gêne pas, vous, Patrick ? Mais dans ce cas-là, il faut arrêter toutes les pubs, parce que les pubs sont un scandale. Ah, mais je suis bien d'accord. Est-ce que André Jean de Carvazoué, est-ce que vous me permettez d'entrer dans cette discussion au contraire, qui est un domaine qui me passionne. Alors, ce que vous dites, monsieur Patrick, je crois, est tout à fait exact. C'est-à-dire que est-ce que la température du globe augmente? La réponse est oui. Est-ce que ça s'est connu dans l'histoire de l'humanité bien avant nous? La réponse est également oui. Oui, mais pas à cette fréquence. Comment? Pas à cette fréquence. Alors attendez, je vais y venir. Et donc, et notamment, si vous voulez, entre 16 000 ans, ce qui n'est quand même pas très vieux, parce que la pyramide de Khéops, c'est 4 000 ans, donc en gros, c'est 3 ou 4 fois Khéops. La mer était 130 mètres en dessous du niveau actuel. Alors, ce qui est vrai, et vous avez tout à fait raison de dire, c'est que elle augmente, ou elle a augmenté un petit peu plus rapidement. Mais est-ce que ça a des impacts sur le niveau de la mer? La réponse est oui, mais ça augmente très très lentement, puisque le marégraphe de Brest, qui est le plus ancien, nous indique que depuis 3 siècles, ça a augmenté seulement d'une trentaine de centimètres. Alors vous avez... Je termine juste. Oui, Jean de Carvazoué, allez au fond, sinon... Sur les événements extrêmes, c'est-à-dire les tornades et les inondations. Alors la réponse est, est-ce que c'est le réchauffement climatique? La réponse est peut-être, mais c'est totalement marginal. Parce que quand vous regardez, c'est très facile à faire, hein, toutes les grandes crues de tous les grands fleuves français, la Loire, la Seine, le Rhône, etc., vous verrez que ces crues, il y en avait beaucoup plus au 19e et au 15e ou au 16e siècle qu'il y en a aujourd'hui. Donc on est, pour les événements extrêmes, dans les variations climatiques. Et malheureusement, le réchauffement climatique, je ne sais pas si vous vous souvenez du malade imaginaire dans la pièce de Molière, où Toinette, qui est désigné en médecin, à chaque fois qu'on dise oui, le poumon. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est le réchauffement climatique. Donc ce que dit Gervais, c'est qu'il faudrait raison garder dans ce domaine-là aussi. Eh ben tout ça, il faudra en parler aux gens qui subissent les inondations dans le sud. Il faudra en parler à tous ceux... Non, mais j'y suis pas, monsieur. Mais c'est pas la question. Mais les constructions et tout, le béton, j'en passais des meilleurs. Non, mais écoutez, vous avez raison, mais et si la terre et si l'eau augmente, etc. Non, sur les inondations, la réponse est clairement non. Je vais sortir un livre au début de l'année prochaine sur ce sujet qui s'appelle Faut-il croire les écologistes? Dans certains domaines, la réponse est non. C'est pas vrai, c'est pas le bétonnage, parce que quand il pleut beaucoup, l'eau ruisselle comme s'il y avait du béton.
Ah ben, les scientifiques se contredisent là aussi. Oui, ça c'est vrai. Ah ben, bien sûr. Bon, écoutez, en tout cas, c'est très bien d'avoir cette discussion. Patrick, merci de s'être exprimé et on pourra en discuter pendant des heures, mais on reviendra là-dessus. Merci à vous. Jean-Marie. Alors, Annie nous appelle de Haute-Corse au 0826 300 300. Oui, bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Annie. Je suis émue, hein, parce que je suis un peu émotive et c'est vrai que c'est la première fois que je parle à une radio robot. Eh bien, c'est très bien, mais vous allez voir, ça va se passer très bien. Vous me laissez l'initiative ou vous dites-moi, vous, ce que... Non, vous avez l'initiative. Si vous nous appelez, c'est que vous avez quelque chose à dire et qu'on est là pour vous écouter aussi et répondre éventuellement. Bon, allez-y Annie. Je vous remercie. Je voulais expliquer que ce confinement, c'est vraiment quelque chose d'assez inédit, quoi, hein, pour tout le monde, on le sait. Moi, je l'ai vécu, je travaillais, hein, donc j'étais pas vraiment confinée, je m'occupais d'une personne âgée. Mais j'ai eu quand même, c'est une situation qui vous fait penser à des tas de choses. Et bon, je dois vous dire d'emblée que la seule consolation que j'ai pu, la plus grande, je dirais, la plus grande consolation que j'ai pu trouver à cet état-là, je me disais, enfin, cette planète va respirer un peu mieux. C'est terrible, hein, ce que je vous dis. Je n'oublie pas les décès, les gens qui sont partis, malheureusement, mais ça, c'est un grand débat aussi. C'est inhumain, hein, ce qu'on a vécu là, je pense. Hein. Ça a été quelque chose d'inhumain parce que pour les gens, effectivement, qui avaient des facilités de logement, etc., il y en a même à qui ça a certainement fait beaucoup de bien, qui en avaient besoin. Mais par contre, ça a dû être. J'ai pensé, et ça m'a attristé beaucoup, j'ai pensé à tous ces gens qui déjà avaient des difficultés avant de connaître ce confinement et qui ont vu ces difficultés exploser. Ça n'a pas arrangé, oui. Il y a eu quelque chose d'inhumain là-dedans, d'ailleurs on n'en est pas sorti. Hein. Mais en même temps, malgré ce choc, j'écoute les informations. Évidemment, si je vous appelle, c'est que je m'intéresse à l'actualité, etc. J'écoute assez différentes sources. Hein, mais alors, vous voulez dire... Oui, allez-y. Oui, je trouve qu'on a eu un choc, là, qui nous a montré aussi que les pandémies, qui a remis en question tout nos fonctionnements, notre manière de fonctionner, notre manière de vivre, le monde et de vivre. Alors il y a eu le positif, toute cette solidarité, c'est extraordinaire, ça fait du bien. Mais en même temps, on se rend compte qu'on vit dans un système qui nie l'humain dans nos sociétés occidentales, principalement, puisqu'on a les facilités, etc. On nie l'humain. Et j'estime qu'une société civile qui se dit civilisée doit d'abord penser aux plus faibles. Et on a exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire... Par exemple, les personnes âgées, vous pensez aux personnes âgées quand vous dites les plus faibles? Je pense aux personnes âgées, je pense aux enfants, je pense aux femmes, et d'une manière générale, je pense aux citoyens d'un pays qui se dit, et je n'oublie pas les animaux, hein. Toutes les créatures sensibles qui existent sur cette terre. Et nous avons... notre propre responsabilité en tant que consommateur déjà, hein, parce que je pense que les gens ne se rendent pas suffisamment compte qu'à chaque fois qu'ils font un acte d'achat, c'est un acte qui va influer, c'est comme un domino. Vous appuyez sur un domino, vous avez toute la chaîne qui suit. Alors, Annie, j'ai une question à vous poser, parce qu'on pourra en parler, excusez-moi, on pourra en parler pendant des heures. Je voudrais savoir juste en quelques mots, que vous nous dites, vous, est-ce que ça vous a changé et en quoi, si c'est ce qui se passe en ce moment, est-ce que vous, personnellement, ça vous a changé dans votre manière de vivre ou de voir la vie? Disons que ça a été un catalyseur, parce que c'est ce que cette crise est. Ça a été un catalyseur et ça a accentué mes
Mon sentiment de révolte, oui, je dois le dire. Hein. Ça a accentué mon sentiment de révolte. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'appelais. J'ai peur que la suite, que nous ne tirions pas vraiment des leçons importantes de ce que nous allons faire après. Et ça, c'est une angoisse pour moi, je vous le dis. J'ai l'impression qu'on est en train de vouloir relancer une machine qu'on sait pernicieuse, on peut le dire, hein, néfaste pour la vie de nos enfants, de nos petits-enfants plus tard. Et je trouve que ne pas se poser et aller dans le sens de la vertu, parce que c'est ce qu'on appelle, on peut appeler la vertu. Annie, non mais on comprend. Oui, je comprends. Vous l'avez très bien exprimé, votre inquiétude est tout à fait partagée. Après, je vais vous dire, la vie, elle est là, la vie, elle triomphe. La vie, ce n'est pas heureusement faite d'inquiétude, elle est faite aussi d'action. Alors, à des moments, il faut effectivement s'interroger, être le plus lucide, être vraiment se renseigner et après agir, chacun à son niveau. C'est le plus important. Partir par le haut et non pas par l'angoisse. Merci Annie. Merci Annie de votre appel au 0826 300 300. Continuez à nous appeler, on se retrouve dans quelques instants en compagnie d'André Berkoff et de son invité Jean de Kervasdoué. À tout de suite sur Sud Radio. Oui, une question à poser à Jean de Kervasdoué. Dis-moi Jean, juste très précisément, vous avez vu ce qui s'est passé et Martine Vonner, qui a été exclue du groupe et qui a quitté le parti LRM, en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Comment il se fait qu'on interdise aux médecins de prescrire, je parle aux médecins en général, cette histoire de dire, attendez, s'il n'y a pas encore de recherche, s'il n'y a pas encore de résultats, on parle de Discovery et compagnie, attendez, non, vous ne prescrivez pas, vous attendez, alors que le médecin est confronté à son patient du matin au soir et du soir au matin, et qu'il a envie de traiter, ce qu'on appelle un médecin traitant, c'est bien le mot. Et d'un autre côté, par ailleurs, Jean de Kervasdoué, qu'est-ce qui fait, est-ce que cette chape, je ne dirais pas de plomb, mais quand même, cette chape administrative qui entoure l'hôpital, et on l'a vu encore, et qui entoure effectivement un certain nombre d'approvisionnements, de fournitures, de manières de faire, est-ce que c'est solvable? Est-ce qu'il faut un moment politique pour le résoudre, et je dirais une volonté politique très forte? Alors, la première question, j'ai la même perplexité que vous, parce que c'est bien la chloroquine, l'hydrochloroquine dont on parle. Pour répondre à votre question, si j'avais été en situation de donner mon avis, j'aurais dit de laisser les médecins prescrire. Voilà. Oui, d'accord. Alors, quant à la réforme de l'hôpital, la réponse est oui, mais le premier sujet de la réforme de l'hôpital, c'est la réforme de la médecine de ville, en fait. C'est-à-dire qu'en France, si vous voulez, en France, on a un peu formé nos généralistes par défaut. Alors que quand vous regardez les pays étrangers comme le Royaume-Uni par exemple, mais vraiment le cursus des médecins est vraiment pour les généralistes d'abord, qui sont mieux payés qu'en France, beaucoup mieux, 30 à 40% de plus, donc c'est beaucoup. Et donc ce qu'il faut faire, c'est revaloriser, réorganiser la médecine de ville, et notamment la médecine générale, avec les infirmières, les kinés, et tout ce qu'on appelle les soins de première intention, parce que c'est parce qu'on n'a pas traité le problème de la médecine de ville que l'hôpital est en fait devenu le généraliste des pauvres. Donc vous voyez bien, et donc c'est ça le sujet central. Et je voulais juste faire un commentaire sur Annie, notre précédente, qui doit nous écouter, pour lui dire qu'on peut, outre le fait qu'effectivement le Covid révèle beaucoup de problèmes mondiaux, on pourrait exactement dire l'inverse de ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que le fait que l'on se confine pour essentiellement protéger les vieux de mon âge a un coût énorme pour les jeunes, c'est vraiment une nouveauté dans l'histoire des épidémies, parce que nous ne sommes pas la première épidémie, les épidémies de grippe, des épidémies de peste, etc. Et qu'on a laissé, même en 58, mourir une trentaine de milliers de personnes sans que personne ne bouge le bout du nez, pardon. Voilà. Qu'est-ce qui est... Attendez, Jean de Kervasdoué, quand vous dites c'est une première, en quel sens c'est une première? C'est une première, c'est que
on arrête la vie sociale pour protéger les plus fragiles que sont les personnes âgées. Donc c'est plutôt une reconnaissance humanitaire de la vie, de la vie. Donc voilà. Exact. Merci. Jean-Marie. Restez avec nous d'ailleurs, Jean de Carvaz-Douai. Et vous continuez à nous écouter ou nous appeler sur Sud Radio. On part en Gironde, on retrouve Michel. Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour. Michel, c'est à vous. Oui, bonjour André, et bonjour monsieur de Carvaz-Douai, là, c'est encore là. Oui, voilà, en ce qui concerne l'augmentation du CE2, du CO2, des NO2, N2O3, etc., moi je crois que c'est absolument clair qu'il y a un lien entre le développement industriel depuis le début du 19e siècle et la teneur évidemment au CO2, et puis effectivement un certain nombre de détériorations de la nature qui en résultent. Bon, ceci dit, on fait quand même énormément de progrès. On remplace, si on ramène un individu, le taux d'émissions, surtout dans les pays développés, comme notamment en Europe, le taux d'émissions de CO2 par personne est plutôt en baisse. On fait beaucoup d'efforts. Au passage, on peut dire d'ailleurs que c'est bien de faire des efforts, mais que remplacer les centrales nucléaires par des éoliennes, on peut se demander si ça a vraiment l'effort, le résultat que l'on attend. Bon, ça c'est une première. Oui, voilà. Alors ça c'est une première chose. Mais enfin, il y a une seconde qui me frappe un petit peu. Moi, quand j'allais à l'école, on nous apprenait à cette époque-là que la population de la Terre était de l'ordre de 2 milliards de personnes. Aujourd'hui, on est à 7 milliards et apparemment, ça ne gêne personne. Or, il est bien évident que, surtout les populations qui sont sorties tout juste d'un niveau de vie qui est plutôt misérable ou qui est pauvre, aspirent à vivre un petit peu comme nous. C'est bien naturel. Mais là, on arrive à une contradiction qui est absolument invraisemblable. C'est vouloir faire baisser total CO2 en multipliant la consommation, ou l'émission plus exactement individuelle, par un nombre qui augmente sans arrêt. Alors ça, c'est quelque chose qui est voué à l'échec total. C'est-à-dire que tous les progrès techniques que l'on fait donc pour réduire ces émissions sont totalement annulés par l'augmentation de la population. Alors moi, ça m'a rappelé que peut-être dans les années 60, il y avait un écologiste qui s'appelait René Dumont, qui était du reste un très grand bonhomme, qui lui se préoccupait déjà de la démographie. Alors, il s'en préoccupait à l'époque où on était justement 2 ou 3 milliards sur la Terre. Bon, aujourd'hui, c'est le vrai problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui c'est quand même une question. C'est la démographie qui devient le vrai grand problème. Alors justement, Jean de Carvaz-Douai, est-ce qu'on est effectivement, est-ce que c'est la population, on est à 7 milliards, c'est la très grande discussion. Oui, non, mais ça, André, je suis entièrement d'accord avec notre Michel. Avec Michel, bien entendu. Alors moi j'ai eu René Dumont comme prof, donc il y a longtemps, c'était un très bon prof d'ailleurs. Mais nous allons passer de 7 à 9. Le problème, vous avez tout à fait raison, n'est pas l'alimentation, parce que contrairement à ce qu'on a longtemps raconté, les Malthusiens ont raconté, c'est que la grande pauvreté et la faim dans le monde régressent, alors que nous sommes passés effectivement de 2 à 7 milliards et bientôt à 9. Alors néanmoins, vous avez tout à fait raison de dire que avec cette augmentation de la population et encore plus l'augmentation de sa richesse, la demande d'électricité va croître. Donc un des débats écologistes, et c'est très curieux, et cette demande d'électricité, elle ne pourra pas être satisfaite par les éoliennes ni par les piles photovoltaïques. Alors donc c'est ça le problème central. La solution n'est pas de mettre des éoliennes en France, puisque la France ne rejette que 1% des gaz à effet de serre. La solution, c'est clairement d'aider au développement des pays les plus pauvres, et notamment les pays d'Afrique noire, qui ont encore pour ça
certains comme le Niger, 6 ou 7 enfants par femme. Et de faire en sorte que ces femmes aient une autre, parce que pour une maman, sa vraie assurance vie, c'est les enfants. Donc, donc on sait que quand l'éducation augmente, quand le système social se stabilise, les femmes cessent de faire des enfants en grand nombre, et on le voit en Afrique du Nord, on le voit au Moyen-Orient, etc. Donc si on veut vraiment, et si on est sérieux sur ces sujets-là, c'est aider le développement de ces pays-là, et si tout l'argent qu'on mettait dans les énergies dites renouvelables, on le mettait dans l'éducation en Afrique, à mon avis, on traiterait beaucoup mieux la question du climat. Et quand on sait que les éoliennes coûtent des centaines de milliards, on pourrait peut-être effectivement revoir tout cela. On se retrouve après une petite pause, après ceci. Merci.